Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Cela fait 4 ans chez Make Sense qu'ils sont en gouvernance décentralisée, ce qui fait d'eux un très bel exemple d'entreprise libérée. Ok Mathieu, mais de quoi tu parles ? Justement, je confondais moi-même un peu tous les termes, organisation libérée, opale, décentralisée, gouvernance partagée, mais ça c'était avant que j'ai cet échange avec Antoine Ménard, DRH et DAF de chez Make Sense. À la fin de cet épisode, vous aurez tout compris grâce à lui sur les piliers d'une organisation décentralisée, sans hiérarchie, et notamment la sollicitation d'avis, les élections sans candidat, ou encore la gestion de la rémunération dans un cadre où les collaborateurs choisissent leur salaire. Je remercie Barbara Pichlova de chez Make Sense qui nous a mis en relation Antoine et moi, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de gouvernance décentralisée et d'entreprise libérée sur Work. Alors clairement, ce modèle d'organisation challenge le modèle actuel dominant qu'on considère comme normal, à savoir la gestion verticale des entreprises avec des managers et de la hiérarchie. Ça frotte un peu fort quand même nos vieilles croyances et pourtant ça fait 4 ans, je crois que ça marche chez Make Sense. Je voulais donc poser une intention pour cet épisode, un appel à l'ouverture d'esprit, à lâcher du lest sous forme d'une punchline que j'adore de Bertrand Piccard qui, il me semble, l'a écrite dans son livre Changer d'altitude. Il dit « L'innovation ne vient pas de nouvelles idées, mais de l'abandon de vieilles croyances ». C'est là-dessus que je vais nous laisser pour cet épisode. En attendant, je vais te laisser te présenter, Antoine. Eh ben, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette citation. Il faudra que je me la note pour la suite. Donc, je m'appelle Antoine Ménard. Ce que vous pouvez trouver sur LinkedIn, c'est que je suis à la fois DRH et DAF de l'association Make Sense. Et pour donner deux, trois petites informations sur mon parcours, il était très classique jusque chez Make Sense. C'est-à-dire que j'ai commencé dans les ressources humaines dans une grande entreprise qui fait des yaourts et j'ai continué dans une autre un peu plus petite entreprise qui faisait de l'électricité à partir d'énergie renouvelable. Et j'ai complètement donc changé de structure et puis surtout de domaine il y a maintenant 3 ans en arrivant chez Make Sense où j'ai pris à la fois les fonctions ressources humaines et à la fois les fonctions administratives et financières que je ne connaissais absolument pas avant d'arriver à mon poste. Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Make Sense aussi ? Avec plaisir. Et ben donc Make Sense, c'est une organisation internationale qui a pour but d'inspirer et d'outiller des citoyens, des entrepreneurs et des organisations pour créer un monde plus inclusif et durable. Plus concrètement, on a des programmes d'engagement citoyen, on a des programmes qui accompagnent des entrepreneurs sociaux, que ce soit associatifs ou entreprises, à développer leurs projets. Ça peut aller vraiment de l'idéation du projet jusqu'à l'investissement, parce qu'on a maintenant 2 fonds d'investissement qui nous permettent d'investir dans les entreprises qu'on a pu accompagner. Et puis après, relativement classiquement, on intervient dans les organisations sur les thématiques principalement d'intelligence collective, de communauté, d'innovation pour aider à accompagner des projets qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, on est 85 environ en France et on a 4 associations sœurs au Liban, aux Philippines, au Sénégal qui rayonnent sur toute l'Afrique de l'Ouest et au Mexique. Et on compte environ 150 personnes qu'on va appeler, nous, full-timers, et tandis qu'un full-timer consacre plus de 50% de sa force de travail à Make Sense. Ok. Et un full-timer, donc qui travaille plus de 50% sur Make Sense, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est payé par Make Sense ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est payé sur son temps, plus de 50% de son temps pour Make Sense. Mais l'idée, c'est que ça englobe des réalités très différentes. C'est impossible de comparer un contrat de CDI en France vis-à-vis de celui du Sénégal, du Mexique ou du fin fond des Philippines. Et donc, on a inventé un peu cette création full-timer qui n'a aucun équivalent, évidemment, en droit du travail franco-français. Mais on a créé un peu cette définition
pour essayer de rassembler ces réalités Mmh. peu comparables. Ouais, et je vais poser certainement plein de questions bêtes, hein, d'ailleurs, au fil de l'épisode. Donc un full-timer en France, c'est un CDI, par exemple, ou un En CDD? France, non, ça peut être un CDI, un CDD, ça peut être un stagiaire, un contrat OK. d'apprentissage, ça Ouais. peut même mettre certains freelances qui, sur une période de temps donnée, vont être très impliqués sur une mission. Donc, ça peut vraiment recourir à des réalités très différentes. Et je reviens sur ta petite aparté. Je m'entraîne à essayer de parler en évitant le jargon make sense, mais évidemment, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je serais ravi de pouvoir te l'expliquer au maximum. Ouais, parfait. C'est aussi le but de l'épisode, hein. Moi, je me pose plein de questions. Je pense que les gens aussi, qui sont pas dans le milieu, dans l'économie sociale et solidaire, se posent plein de questions. Et il y a quelques termes qui peuvent être parfois bah, pas évidents. Donc, je me ferai un plaisir de poser les questions de définition au fur et à mesure. Justement, pour rebondir du coup sur ta présentation, merci. Euh, je sais que la gouvernance, c'est l'un des piliers de l'ESS, donc économie sociale et solidaire. Make Sense fait partie de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu viens d'un modèle plus classique. Tu as travaillé avant dans l'agroalimentaire. Tu es arrivé chez Make Sense en cours de route. Et du coup, je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est que la gouvernance décentralisée et quels sont ses grands principes, en tout cas, comment ça marche chez Make Sense. Et puis, bah, je me posais encore une question de définition. J'ai lu qu'on parlait de gouvernance partagée et gouvernance décentralisée. J'ai vu qu'il y avait deux termes. Je voulais savoir si c'était la même chose. Sous question, désolé, ça fait plusieurs questions. Pas de souci. Alors si avec 2 termes déjà, ce serait relativement simple, mais en réalité, il y en a, plusieurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de gouvernance opale, on va pouvoir parler de gouvernance libérée, qui était plutôt le terme initial qui avait été inventé par Isaac Gates. On va pouvoir parler de gouvernance effectivement décentralisée, partagée. Nous, c'est vraiment décentralisé qu'on préfère, mais d'abord, je vais essayer de définir la gouvernance libérée. Donc la gouvernance libérée, l'idée repose sur la question de libérer le potentiel d'action des personnes qui sont réellement dans cette action. Et donc, on va donner aux salariés les mieux placés pour prendre des décisions, le pouvoir de prendre ces décisions. Donc, c'est vraiment ça l'idée de libérer, c'est de libérer le pouvoir d'action de ces personnes. Et en fait, nous, on utilise peu l'idée de libérer chez Make Sense parce que on a l'impression qu'il renvoie un peu à un imaginaire de oh, c'est libéré, donc ça ne répond à aucun principe, à aucun process. On a un peu l'impression qu'on nous renvoie à Woodstock et les années hippies, donc ça nous gêne un tout petit peu parce qu'au contraire, une gouvernance, quel que soit le mot qu'on met derrière, c'est un environnement qui est très orchestré, très processé et justement qui fonctionne et pour durer, qui ne fonctionne pas sur le charisme ou la personnalité de personnes, de dirigeants, mais qui doit fonctionner justement avec des process qui sont reproductibles, cohérents, constants, etc., etc. Et donc l'idée, nous, le mot décentralisé, c'est de dire que la gouvernance, elle n'est pas justement centralisée chez un board, un comité X ou Y qui aurait la totalité des décisions, mais elle est incarnée par n'importe qui chez Make Sense. Hmm. Très bien. Et j'aimerais bien qu'on va creuser un peu plus. Je crois qu'il y a Avec plaisir. plusieurs grands principes. En tout cas, j'ai lu, j'ai fait un peu mes devoirs, j'ai lu deux, trois articles, etc. J'ai vu que bah, du coup, il n'y avait pas forcément de hiérarchie, il me semble, hein, qu'il y avait aussi un choix des salaires pour les collaborateurs. Enfin voilà, bien sûr, j'ai plein de questions sur les grands piliers de comment ça marche chez Make Sense. Et juste aussi pour être sûr, ça fait 4 ans que ça dure, c'est ça? Que c'est Oui, mis en alors place? Make Sense, c'est une association qui s'est créée en 2011 et alors qui a toujours dans son ADN, a toujours eu un fonctionnement assez par communauté. Donc on a eu d'ailleurs pendant longtemps, et on est en train de les réactiver, des, des, des antennes un peu locales avec soit des bénévoles, soit des salariés qui pouvaient agir en dehors de Paris, évidemment. Mais donc ce fonctionnement un peu communautaire, donc relativement aplati, on l'a gravé dans le marbre, effectivement, il y a 4 ans, en 2018. On peut mettre un peu le point de départ le jour où on a eu nos premières élections sans candidat, donc c'est juin 2018. Et depuis,
Et c'est peut-être aussi quelque chose que je veux dire à tes auditeurs, c'est que depuis, on a cessé de retoucher le modèle parce que ce qu'on avait écrit en 2018, enfin ce qui a été écrit en 2018 parce que je n'étais pas là à l'époque, n'était pas parfait. Et donc, on ne cesse de réécrire, de corriger, de réinventer, de renouveler. Et donc, d'ailleurs, quand on entend gouvernance décentralisée, libérée, tout ce qu'on veut, euh, il y a la manière dont on la vit chez Make Sense, mais elle sera probablement très différente de la manière dont on la vit à un autre endroit. De la même manière que le management vertical classique dont tu parlais tout à l'heure, il n'est pas non plus monolithique et il se vit de manière différente dans les grandes entreprises, enfin dans toutes Mhm. les entreprises par lesquelles j'ai pu passer. Mais en tout cas, si je te donne quand même deux, trois petites pistes déjà un petit peu concrètes avant qu'on aille dans les piliers, c'est que il faut vraiment voir ça comme une organisation vivante qui se renouvelle constamment, constituée d'équipes autonomes. Alors, on pourra discuter de l'autonomie aussi, mais en tout cas, au moins sur les budgets, les ressources humaines et même sur la vision, sur les activités. Et puis, très peu, voire pas du tout, de fonctions centralisées. Alors, il y en a quand même un tout petit peu, et j'en fais partie, sur quelques activités qu'il faut regrouper parce qu'elles seraient inefficientes si on la ramenait, si on les mettait dans les équipes. Je donne un exemple très concret, la paye. On va pas demander à chaque équipe d'organiser sa paye, ce serait très long, très coûteux, pas forcément hyper intéressant. Donc ça, on l'a centralisé, mais en tout cas, on essaie vraiment de centraliser le moins de choses possible. Ouais, ok. Et mais justement, ça fait une bonne passe pour entrer dans le vif du sujet avec une première question. Bah, j'ai vu plusieurs fois s'exprimer dans les médias ou sur LinkedIn votre CEO, Alizé Lozakmer. Toi, en te présentant, bah, tu nous as dit que tu cumulais deux fonctions quand même, de DRH et de DAF. Je me suis demandé, du coup, ma première question, c'est quel est le rôle des dirigeants dans cette organisation? Parce que tu as quand même une fonction de dirigeant. Je sais que bah, Alizé, qui est l'une des cofondatrices, je crois, Mm. a aussi une fonction de dirigeante. Il y a des titres, du coup, on pense forcément à de la hiérarchie. En fait, comment vous gérez ça aujourd'hui? Quel est votre rôle? Alors, c'est une image pas tout à fait réelle de ce qui se vit chez Make Sense aujourd'hui. Je pense que tu as l'image très LinkedIn de notre Ouais. organisation. Et donc, effectivement, si sur nos pages LinkedIn, on va dire que je suis directeur des ressources humaines et directeur administratif et financier, ça m'étonnerait qu'Alizée ait marqué qu'elle soit CEO de Make Sense parce Peut-être je me que plante, hein, peut-être je ouais, me plante. ouais, ouais. Parce qu'en fait, justement, il n'y a aucun dirigeant et effectivement, il n'y a aucune hiérarchie chez Make Sense. Euh, pour l'externe et donc un peu pour LinkedIn, on a écrit, on se donne des titres, mais d'ailleurs, il y a pas tout à fait autant de directeurs et de responsables qu'il y a de salariés chez Make Sense, mais quasiment. Donc en fait, si tu regardes un paquet de profils Make Sense, tu vas voir qu'on est vraiment beaucoup de responsables, beaucoup de directeurs, directrices de sujets. Et donc voilà, et donc vraiment en interne, c'est important, il y a pas de N+1, il n'y a pas de N-1. Moi, donc pour expliquer mon métier et pour que ça frappe l'imaginaire des gens avec qui je parle, j'explique que je suis DRH et DAF. Mais en réalité, il faudrait que je sois un petit peu plus précis et que j'explique que je suis un coordinateur, un soutien, un coach, un accompagnateur, un petit peu tout à la fois. Et finalement, avec un pouvoir de décision qui est exactement égal à celui de n'importe quel salarié embauché chez Make Sense. Ok, ok. Mais quand même, dans ton rôle, et là, si on se concentre sur ton rôle de bah, partie RH, partie administratif financier, Make Sense vit aujourd'hui, évolue comme une structure vivante, mais dans un monde avec plein d'autres structures, avec un cadre légal, etc. Et toi, est-ce que tu as, enfin, j'imagine que tu as un rôle quand même. Quel est ton rôle aussi vis-à-vis du monde extérieur? Alors ça c'est assez drôle et alors j'explique, mais je ne sais pas si c'est une référence extrêmement partagée, mais j'explique souvent que je suis le gardien d'un passage entre un monde imaginaire et un monde réel.
Et donc, en fait, ce monde imaginaire, il n'est pas si imaginaire que ça, parce qu'en fait, c'est le monde de Make Sense, avec effectivement un vocabulaire, avec des principes de gouvernance, avec ce qu'on pourrait en tout cas mettre dans un package qu'on va appeler une gouvernance opérationnelle, qui est assez particulière. Et moi, je suis le garant, le gardien du fait que cette gouvernance opérationnelle interne à Make Sense, elle puisse être traduite dans un vocabulaire, dans des process et dans un cadre juridique, légal, qui est celui des pays dans lesquels on opère. Et donc, que si il y a un inspecteur du travail, un juge des prud'hommes, si qui que ce soit vient et veut contrôler ce qu'on fait chez Make Sense, je suis garant de lui montrer que tout existe, tout est fait dans le respect de la loi, évidemment. Et si je te Hmm. donne, mais par contre aussi dans une bonne compréhension de la loi. Et si je te donne un exemple pour les associations, il y a, il est de notoriété commune et pourtant fausse qu'une association, c'est un président, un trésorier, un secrétaire, un conseil d'administration, un bureau, une assemblée générale. En fait, stop, on s'arrête. C'est pas ça une association en droit français. En droit français, une association, c'est deux personnes qui se réunissent et il faut absolument une assemblée générale, mais tout le reste est superflu. Et quand je dis superflu, donc nous, par exemple, on n'a pas de président, trésorier, secrétaire, on a des coprésidents, parce qu'on est dans le cadre d'une association collégiale, et on a supprimé le conseil d'administration, qui n'est pas une instance obligatoire. Alors, on a d'autres instances qui font office d'eux, mais dans notre gouvernance opérationnelle, mais si je présente ma gouvernance institutionnelle, je dis non, il n'y a pas de CA, c'est pas obligatoire dans la loi, on n'en a pas créé. Ok. Et mais justement, tu as parlé des instances. Enfin, euh, c'est quoi les instances? Enfin, est-ce qu'on pourrait, du coup, là, on a beaucoup parlé, on a défini comment vous organisez de manière générale, mais est-ce qu'on pourrait ouvrir le capot et pour comprendre un peu mieux comment ça marche, c'est-à-dire les différents piliers de chez vous, chez Make Sense, l'organisation décentralisée. Moi, j'ai vu que les gens décidaient leur salaire. Enfin, j'ai lu plutôt. J'ai vu sollicitation d'avis. J'ai entendu parler aussi d'élections sans candidat. Je suis un peu curieux de savoir comment tout ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a un ordre, s'il y a un sujet à aborder en priorité. Il y a peut-être quelque chose qui précède tout. Hein, Ah oui, alors, je dirais la première chose dont il faudra qu'on parle, c'est la sollicitation d'avis. Mais je dirais qu'en prémisse de tout ça, il faut aussi se mettre, tu parlais dans ton intro d'ouverture d'esprit, et moi je parle souvent d'ouverture de chakra aussi, en disant attention, nous, dans nos principes, il y a le fait que chaque personne est a priori bonne et que chaque personne a envie de participer au projet commun, à notre raison d'être. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait et qu'on refait. Ce que je vous ai présenté au début, Make Sense, c'est une organisation internationale qui vise à inspirer, outiller, etc. C'est notre raison d'être, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est ce qui fait qu'on est heureux de venir au travail. Et en fait, chaque personne en arrivant chez Make Sense adhère à cette raison d'être. Et donc déjà, on sait qu'on est réunis par ce socle-là. La traduction déjà un peu plus concrète de notre raison d'être, ça va être nos valeurs. Donc on a 5 valeurs. Je ne vais pas toutes les détailler, mais sur lesquelles voilà, on se retrouve. Et donc une fois que déjà on a aplati ça en disant que on se retrouvait sur ces sujets-là, eh ben on se crée ensemble un climat de confiance dans lequel on sait qu'on va pouvoir travailler ensemble. Je fais une toute petite digression avec une conférence que j'ai vue qui m'a beaucoup amusé, qui dit que dans beaucoup trop de structures, et d'ailleurs souvent les RH et les DAF créent des règles qui vont essayer de contraindre les 3% de passagers clandestins qui sont dans les structures et dans les organisations. Les passagers clandestins, selon cette personne, c'est ceux qui respectent pas les règles, qui sont qui sont voilà, qui sont pas dans le cadre social que s'est donné la structure. Et donc on va essayer de faire des règles pour contraindre ces 3%. Alors 3% est pas contractuel, hein, ça pourrait être 5, ça pourrait être 10 si vous avez Ouais. moins de chance, c'est 15 ou 20. Mais en tout cas, on va essayer de faire des règles pour contraindre ces 3% qui, eux, trouveront toujours une manière de ne pas respecter les règles. Et ce faisant, on va créer un cadre contraignant pour les 97% de gens qui, eux, sont de bonne volonté, de bonne foi, avec un bon esprit, etc., mais qui vont se voir contraints par quelque chose d'hyper lourd qui va réduire
leur pouvoir d'action, leur potentiel, etc., etc. Et donc, en fait, chez Make Sense, en partant du présupposé de la confiance, on a supprimé la plupart des instances de contrôle qu'on pouvait avoir. Et donc, en fait, on se libère un temps fou pour se contrôler sur nos projets. Et si je te donne un exemple, quand je suis arrivé chez Make Sense, et donc pour te montrer aussi qu'on évolue et qu'on s'améliore, je pense qu'on teste de nouvelles choses très souvent. Quand je suis arrivé chez Make Sense, c'était le DRH qui validait les congés de tout le monde. Et donc, c'est moi qui, en arrivant, devais dire oui, est-ce que Camille, là-bas, elle a le droit de prendre des congés? Est-ce que Joseph, il a le droit de? Est-ce que, etc., etc. Je ne connaissais personne, je ne savais pas s'ils étaient impliqués, sur quel sujet, sur quel projet, je ne savais même pas quel était leur solde de congé. Pourquoi c'était à moi de dire quoi que ce soit sur leur congé? Donc, j'ai dit stop, je propose que ce soit remis au niveau des équipes. On a dit qu'elles étaient autonomes, et ben elles sont autonomes dans la gestion de leurs congés. Et moi, mon rôle maintenant, c'est plutôt un rôle d'alerte, c'est-à-dire qu'une fois par trimestre, je regarde un peu les soldes de congés de tout le monde et je vais dire aux gens, oups, attention, il y en a qui en ont trop pris, c'est rare, mais c'est plutôt pas assez pris et donc il faudrait qu'ils partent, voilà, ils partent en vacances. Bon, pour cette longue introduction, désolé, mais ensuite, effectivement, le premier processus dont il faut qu'on parle, c'est la sollicitation d'avis parce que ça va être celle qui va être utilisée après dans, dans toutes nos situations. Une sollicitation d'avis, une méthode de décision qui est fondée sur l'idée que tu es responsable d'une décision. Donc, ça va être un mix un peu entre collectif et individuel. Donc, individuel, tu es responsable d'une décision. Mais par contre, pour prendre cette décision, tu dois absolument aller solliciter toutes les personnes qui vont être impactées par ta décision et toutes les personnes qui sont expertes de cette décision. Une fois que tu as leur avis, tu vas pouvoir soit poursuivre ta décision, soit l'amender, soit l'enlever. Mais à nouveau, hein, ce sont des avis, donc ce sont des avis consultatifs. Et quand tu rends ta décision, donc après cette période de recueil d'avis, s'ouvre une période où n'importe qui dans la structure va pouvoir entrer en conflit avec la décision. S'il y a une entrée en conflit, il faut trouver une solution et on a des étapes de résolution de conflit. S'il n'y a pas de conflit dans cette période-là, la décision entre en fonctionnement, et la décision est prise et donc on peut l'appliquer. Et voilà, et le mot anglais pour la sollicitation d'avis, c'est l'advice process, donc c'est encore plus clair. Mais c'est voilà, je dois poser la question à toutes les personnes impactées et expertes du sujet. D'accord. Et ça, c'est comme ça que sont prises toutes les décisions. Enfin, c'est le processus par lequel passent toutes les décisions chez Make Sense. Exactement. Alors ensuite, elles vont être plus ou moins longues, plus ou moins impliquer plus ou moins de monde en fonction de la taille des décisions. Je donne un exemple. Si justement j'ai envie de prendre des congés la semaine prochaine, je vais faire une sollicitation d'avis avec les personnes qui sont dans mon équipe pour leur dire est-ce que ça pèse sur personne, est-ce que c'est OK, est-ce que ça va, mais je vais le faire à l'oral au cours d'une réunion. A contrario, on est en train de discuter d'une rénovation de notre modèle de rémunération, on est en train de discuter de comment on va gérer la mobilité des gens qui veulent quitter Paris. Voilà, c'est des décisions qui sont beaucoup plus structurantes pour l'ensemble de l'association. Eh bien, il va falloir qu'on se pose et on a un outil alors qui est pas du tout qui s'appelle Airtable, mais qui est juste une espèce de base de données. Ça pourrait très bien être un tableau Excel, ça pourrait très bien être n'importe quel document où on écrit nos étapes. Voilà pourquoi je veux prendre cette décision, voilà qui est impacté, donc dont j'aimerais prendre l'avis. Voici qui sont les personnes que j'estime être experts du sujet et dont j'aimerais prendre l'avis également. On décrit toutes les étapes là-dedans. Et ça, c'est public. Alors aujourd'hui, comme on est nombreux, c'est fait par version électronique, évidemment. Mais parfois, moi, je rêve un peu qu'on ait un espèce de panneau d'affichage où on viendrait placarder nos demandes de décision. Et puis, il y a des gens qui s'arrêteraient avec leur café devant le panneau en disant « Ah, tiens, elle est intéressante cette décision-là ». Et hop, ils écriraient sur le mur leur avis directement. Voilà. À 15-20, ça peut se faire comme ça. Ça Bon, pourrait se faire. là aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe. Ouais, ouais, c'est intéressant aussi le nombre. C'est-à-dire que
on pourrait se dire, ah mais oui, mais ça marche à 15-20, ça marche pas après. Vous arrivez à le faire, vous êtes 85 en France et Ouais, tu m'as dit 150 en tout avec l'étranger. Je trouve que c'est intéressant aussi que ça ouais, ouais. fonctionne à dans une échelle d'équipe qui est supérieure à celle d'une tribu Mhm. qui pourrait fonctionner sans moyens électroniques, sans outils. Alors Euh, après, ouais, je me permets parce que c'est effectivement un retour qu'on nous fait assez souvent. Alors je les connais pas très bien parce que j'en entends parler, j'ai lu des trucs sur elles, mais je n'ai jamais vécu la réalité de ces entreprises-là. Mais il y a plusieurs entreprises qu'on cite souvent. Favi, je crois qu'ils étaient autour de 500. Il y a enfin, d'autres grosses entreprises. Et je crois que la plus grosse, mais pas à nouveau, je ne sais pas exactement comment elle fonctionnait, mais c'était AES, dans laquelle bossait Denis Beck, qui est celui qui a parlé en premier de la sollicitation d'avis. Et eux, je crois qu'ils étaient 30 000. voilà. Voilà. Et Burgzorg, qu'on cite hyper souvent aussi aux Pays-Bas, je crois qu'ils sont 6 ou 7 000. Ça serait trop facile de dire que c'est un système qui ne fonctionne que dans les petites structures. Ouais. Ah, c'est bien. Merci pour les références. Et ben, j'ai envie de parler aussi d'autres. Je crois qu'il y a d'autres processus. J'ai lu élection sans candidat. J'étais curieux de savoir si ça c'était important chez vous et si oui, comment ça marche. Ah bah c'est primordial. L'élection sans candidat, alors effectivement, ça paraît un peu ésotérique comme système, mais c'est hyper pertinent et très très intéressant. Je vous explique le fonctionnement et puis après, je vous dirai un petit peu comment nous on l'utilise. L'idée, c'est que une élection sans candidat, alors à nouveau, c'est toujours plus facile si on arrive à faire ça dans une salle. Nous, on le digitalise de plus en plus. Mais voilà, il y a plusieurs manières de l'organiser. La première, en tout cas, est de dire on a une élection, voici quel est le mandat qu'on veut proposer aux gens. Alors nous, on va l'utiliser pour notre comité de rémunération, on va l'utiliser pour plein d'instances qu'on a chez nous, dont je vous parlerai un peu plus tard parce que les noms sont peut-être un peu moins parlants que comité de rémunération. Mais en tout cas, on va présenter le mandat, le nombre d'années, ce à quoi on s'engage, qu'est-ce qu'il faudra faire, combien il y a d'élus, etc., etc. Ensuite, l'idée, c'est qu'on ouvre, deuxième étape, on ouvre le micro ou on ouvre un document en disant qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les qualités nécessaires à votre avis pour obtenir ce mandat. D'accord. Donc chacun peut donner son avis, on peut les classer, on peut les prioriser, voilà. Tout ça en tout cas, et tu vois qu'on est enfin, on peut voir un peu les lignes de la sollicitation d'avis dans ce process-là. Tout ça ne reste qu'un avis. Et en fait, la troisième étape, ça va être un espèce de discernement individuel où chacun va pouvoir se dire, ah, d'accord, vu les qualités qui ont émergé du groupe et vu celles que moi, qui sont importantes pour moi et que je voudrais rajouter, eh ben, je pense que les meilleurs candidats pour cette élection, ce serait Céline, Léa, Jérémy et David. Il y a 4 personnes que je dois élire, et ben je mets ces 4 personnes-là. Et donc je vote. Alors là, à nouveau, il peut y avoir n'importe quel moyen. Nous, on utilise souvent des questionnaires un peu sur Internet. Et on va faire, quatrième étape, on va relever l'ensemble des votes. Alors, pardon, chez nous, ils sont publics et motivés. Donc, je dis pourquoi j'ai voté pour Céline, je dis pourquoi j'ai voté, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est assez engageant. Mais à nouveau, chacun peut gérer le processus comme il veut et y mettre d'autres règles. En tout cas, là, on dépouille les votes et on dit qui a combien de voix. Et on va classer les votes de ceux qui en ont reçu le plus à ceux qui en ont reçu le moins. Là, on va aller poser la question à chacune des personnes qui ont reçu, nous, c'est plus de 3 voix, mais ça pourrait être plus de 5, plus de 10, ou au contraire, toutes les personnes qui ont reçu un vote. On va leur dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu veux rester dans ce processus pour le deuxième tour qui arrive? Et au deuxième tour, les gens vont revoter aiguillés par les réponses des personnes qui ont déjà reçu des voix. Donc s'il y en a un qui dit oh bah non écoutez
faut que je me concentre sur un projet dans mon travail, je peux pas prendre un mandat supplémentaire, etc., etc. Ben, on peut ne plus voter pour lui. Bref, mais en tout cas, à la fin du deuxième tour, on va avoir à nouveau un classement avec ceux qui ont le plus de voix, ceux qui ont le moins de voix. Et là, l'idée, alors le plus simple, et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on prend les 4 premiers, enfin en tout cas le nombre de personnes qu'on doit élire, et on propose ces personnes-là comme le comité élu. Mais en fait, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, n'importe qui peut prendre les résultats du vote et composer le comité à partir des gens qui ont reçu des voix, en disant, ben, c'est vrai que les 4 qui sont élus là, bon, je ne renie pas leur qualité et tout ça, mais je me pose un petit peu la question de leur complémentarité. Et là, on a un exemple en ce moment où on a élu un comité qui doit être mondial et on n'a que des francophones. Et donc, les 4 premiers qui ont reçu des voix, bah, on se pose un peu la question de se dire, est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée de mettre quelqu'un justement qui n'est pas francophone? Et donc, on a pris quelqu'un qui avait moins de voix. En fait, on a pris le premier non francophone et on l'a remonté pour prendre les 3 qui avaient le plus de voix, plus un non francophone. Bref, en tout cas, là, l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui constitue un comité. Et à nouveau, comme dans la sollicitation d'avis, on peut avoir une mise en conflit. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et en fait, le processus continue tant qu'on n'a pas épuisé les mises en conflit. Et une fois qu'on a épuisé les mises en conflit, eh ben, on célèbre, on institue le comité et on célèbre les 4 nouveaux ou les X nouveaux élus, le comité élu. Et donc, sur les avantages, c'est que ça donne, enfin, la force, c'est que bon, tout le monde participe évidemment, tout le monde donne son avis, ça c'est top, mais aussi en termes de légitimité pour les personnes élues, elles se sont pas présentées. Le groupe est en train de leur dire, regarde les qualités dont on parlait, je pense que tu es la meilleure personne qui les incarne. Donc en termes de légitimité, c'est top. Et puis on fête un peu ce comité élu. Donc ça, enfin, je trouve que ça fait un processus qui est assez joyeux. Moi, je rêve que les délégués de classe à l'école soient tous élus sous un principe d'élection sans candidat. Ce serait génial. Je vois mon fils qui a 4 ans et où, bon, c'est mignon, mais c'est pas, je vous promets plus de goûter à la cantine et plus de, Ah, etc. Ben, essayons plutôt de se dire, tiens, c'est quoi les qualités? Alors, je pense que ça resterait extrêmement mignon, mais voilà, je rêverais qu'ils s'organisent comme ça. Bon, à 4 ans, c'est peut-être un peu petit, mais je sais qu'il y a des associations d'éducation populaire qui justement ont mis en place ces processus dans l'élection de représentants d'équipe et donc il n'y a pas que nous qui fonctionnons comme ça. hmm. Tu as parlé de comité, d'instances. Bah, du coup, je voulais savoir quelles étaient les instances chez Make Sense. Alors il y en a beaucoup et il y en a qui n'ont pas forcément une durée de vie extrêmement longue. C'est-à-dire il faut déjà vraiment se dire ça. Quand je te parlais d'organisation vivante tout à l'heure, on a des comités qui sont créés, qui naissent, qui disparaissent, etc., etc. Ouais, Mais en mais tout les cas, les plus principales, durables, peut-être, voilà, là, ouais, c'est les ça. plus structurantes. Les plus structurants. Alors, le plus ancien et plus structurant, on va dire que ça va être ce qu'on appelle la waterline. Alors, la waterline, ça va être l'instance qui va décider en dernier recours si vraiment on n'est pas du tout arrivé à se mettre d'accord à aucun autre échelon, à aucune autre étape plutôt de la structure. Alors là, on va me dire, ah, mais c'est un conseil d'administration. Non, pas tout à fait, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est donc une élection sans candidat, la waterline, des gens qui sont élus pour 2 ans, qui n'ont pas le droit de faire plus de 2 mandats et qui doivent se renouveler au moins de 50% tous les ans. Et ensuite, à nouveau, j'ai bien dit que il ne prenait des décisions qu'en dernier recours. Et on a mesuré sur les 2 derniers waterlines justement le nombre de décisions qu'elles prenaient. Elles prennent en gros 12 décisions par mandat, donc ça veut dire à peu près 6 par an. Je pense que n'importe quel comité de direction ou de conseil d'administration en prend à peu près 6 par semaine, voire par jour. Et en tout cas, sur ce comité, l'idée, c'est pourquoi on l'a appelé la waterline, la ligne de flottaison en français, c'est que elle ne prend des décisions que si la décision est en dessous de la ligne de flottaison du bateau make sense. Et donc, s'il y a un danger réel pour l'association. Donc ça, c'est très courant que la waterline dise bah, écoutez, je suis sollicité là parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision, mais en fait, c'est pas de mon ressort.
vous débrouillez pour trouver une solution. Donc la waterline, le comité de mission. Alors pour ceux qui sont très au fait des entreprises à mission, voilà, on est la première association à mission, si c'est pas un pléonasme. Mais en tout cas, on a créé un comité de mission qui aurait un peu les mêmes prérogatives que le comité de mission dans l'entreprise à mission, et donc qui va lui travailler plutôt sur notre vision, notre stratégie, essayer de coordonner les différentes activités des équipes. On va avoir le comité de rémunération dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va avoir une fonction hyper importante dans la gestion des rémunérations. On va avoir le process committee. Je disais tout à l'heure que il se passait pas un mois sans qu'on retouche un process, un organe ou quelque chose. Et ben, c'est la responsabilité du process committee de gérer ça. Voilà. Enfin, en tout cas, on a effectivement pas mal de comités, mais qui ont vraiment des fonctions hyper importantes. Et si cette fonction se perd ou si on n'est plus aligné avec la raison d'être un peu d'un comité, eh ben, on peut le faire disparaître. Ok, ouais, merci, c'est hyper éclairant. J'avais une petite question à nouveau quand tu parlais du comité de rémunération. Mmh. Est-ce que, alors peut-être c'est une question qui pourrait faire l'objet d'un épisode entier, hein, je sais pas, Mmh. c'est comment sont gérés les salaires du coup chez vous? Eh ben, c'est bien que j'ai commencé par la sollicitation d'avis, mais il faut que je rajoute une autre petite brique avant de parler des salaires. Ouais, C'est pas que je veux faire du teasing, mais c'est pour que les gens si, comprennent si, bien. vas-y. C'est qu'il faut que je parle un petit peu de nos entretiens annuels d'évaluation. Ah, ok. Et en fait, nos entretiens annuels d'évaluation, ça va pas vous surprendre qu'on les fasse de manière un petit peu différente de ceux que vous pouvez qu'on connaît d'habitude. Mais donc en fait, nos entretiens annuels d'évaluation, déjà on en est à l'origine, on les fait un petit peu quand on veut, à la condition qu'on en fasse au moins un par an. Et à chaque entretien, donc que nous on appelle comité de développement ou comdev, et donc à chaque comdev, je peux inviter entre 3 et 6 personnes qui peuvent être d'ailleurs même des externes à l'entreprise. En fait, on se dit, dans une entreprise classique, un entretien d'évaluation, c'est toi et ton manager. Bah oui, mais il n'a pas forcément une vision 360 de ce que tu fais, il ne te voit pas forcément en mission, etc. Donc nous, on se dit, c'est à nous de constituer nous-mêmes notre comité de développement, avec évidemment une limite que si tu n'invites à ton comité de développement que tes copains, les gens avec qui ça se passe bien, etc., etc., charge aux personnes qui sont invitées de mettre un haut là et de dire, attends, stop, là, le comité n'est pas régulièrement constitué ou va pas être intéressant dans la perspective de ton développement. Donc, il faudrait peut-être que tu revoies la liste des invitations. D'accord? Et Ouais. après, et c'est là où je te disais tout à l'heure que j'étais un peu le garant, c'est que la grille d'entretien du comité de développement, c'est un mix de l'entretien professionnel, parce que l'entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire, alors que l'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans. C'est un mix de l'entretien de forfait jour, qui est obligatoire lui tous les ans. C'est un mix un peu aussi de l'entretien de seconde partie de carrière, etc. Enfin, en tout cas, à nouveau, je suis serein sur le fait qu'il respecte complètement la loi, tout en étant adapté à notre gouvernance opérationnelle. Donc, voilà pour le comité de développement. Et l'idée, c'est que comment on gère la rémunération? Eh bien, dans un processus où, à mon comité de développement, je fais toutes les questions classiques du comité de développement, mais en plus, je demande une évolution de ma rémunération. Et en fait, on a des grilles de rémunération chez Make Sense associées à des critères très, très concrets. Et pour augmenter d'un niveau et donc pour faire évoluer sa rémunération, il faut pouvoir justifier à son comité de développement qu'on remplit tous les critères du niveau supérieur depuis au moins 6 mois et donner des exemples concrets sur lesquels va se positionner le comité de développement. Alors quand je dis qu'il se positionne, à nouveau, je ne dis pas qu'il le valide, je dis qu'il va donner un avis. Et donc il va donner un avis favorable, défavorable sur la demande d'évolution. Alors, on est en cours de changement un peu de notre processus de rémunération, donc il y a des choses qui vont peut-être évoluer, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, le comité de rémunération regroupait l'ensemble des
comité de développement dans lequel il y avait une demande d'évolution de rémunération, on regroupait les fiches, hein, les relisait et lui-même donnait un avis. L'idée, c'était de vérifier qu'il n'y avait pas une équipe dans laquelle c'était hyper dur d'évoluer, alors qu'il y avait une équipe dans laquelle ça aurait été beaucoup plus simple, etc., etc. Et donc, le comité de rémunération donnait un deuxième avis. Et donc, toi, en tant que salarié, pour ta rémunération, tu avais un avis positif de ton comité de développement, un avis positif du comité de rémunération. Bon, bah là, c'est assez simple, ça va aller vite. Mais par contre, si tu avais un avis défavorable d'un côté ou de l'autre, bah là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais comme dans la sollicitation d'avis, tu pouvais décider de maintenir ta demande, qui devenait un projet de décision. Il y avait une période d'entrée en conflit où des gens pouvaient se lever en disant non, attends, je ne suis pas du tout d'accord sur ta demande. Et si personne ne se levait, si tu n'avais pas, même si tu avais un avis favorable, un avis défavorable et que tu maintenais ta décision, si personne n'entre en conflit, eh ben, la décision te revient et donc ta rémunération était augmentée. Alors, à nouveau, quand j'en parle comme ça, il y a plein de gens qui me disent mais ça doit être n'importe quoi, la porte ouverte à toutes les fenêtres, etc. Non, on a quand même très peu de gens qui reçoivent des avis consultatifs défavorables qui quand même maintiennent leur décision. Et à chaque fois qu'il y a eu un maintien, euh, finalement, la question de la rémunération, enfin en tout cas pour les situations que je connais, mais à chaque fois qu'il y a eu un maintien, finalement la question de la rémunération était que la pointe émergée de l'iceberg et en fait il y avait des sujets sous-jacents qui étaient plus complexes et donc finalement ce sont des gens qui ont quitté Make Sense peu de temps après finalement leur évolution de rémunération. Ok, moi ça ça a le mérite d'ouvrir le dialogue parfois pour Ouais, oui, parler des oui, c'est choses ça. qui font plus ou moins mal. Ouais, merci beaucoup Antoine. Je fais timekeeper en même temps. Je te promets de te lâcher à l'heure, mais te libérer à l'heure. Et du coup, je fais un mini récap depuis tout à l'heure. On parle des piliers de votre organisation. On a parlé de confiance a priori. Vous préférez travailler pour les 97% des gens qui vont jouer le jeu. Et pour ça, vous mettez en place pas mal de processus. On a parlé, donc une fois qu'il y a confiance dans ces processus, on a parlé du processus de sollicitation d'avis, du processus d'élection sans candidat. Donc c'est le principe de vote public et motivé. Vous posez la question aux gens qui sont sollicités. Ensuite, il y a un deuxième tour. Si les gens sollicités veulent rester dans le processus pour prendre éventuellement un mandat. On a parlé aussi des différentes instances. Chez vous, les instances les plus durables et structurantes, c'est la waterline, du coup, qui tranche les décisions en dernier recours. Il y a le comité de mission qui s'occupe de la vision et de la stratégie de Make Sense. Il y a le comité de rémunération. Il y a aussi les process committee, puisque vous avez mis en place et donc pas mal de process et il y en a pas mal qui émergent et qui s'arrêtent et qui évoluent en tout cas. Et le cinquième pilier dont on a parlé, c'est les entretiens annuels d'évolution qui sont des comités de développement potentiellement ouverts à à des personnes externes. Merci déjà pour le partage. Ça fait énormément de choses qui, pour moi, sont complètement nouvelles. Je voulais aussi parler, je t'ai entendu parler plusieurs fois de on ouvre au conflit. Bon, ça m'a amené deux questions, peut-être qu'on va l'aborder dans ce sens-là. D'ailleurs, le conflit n'est pas forcément négatif, mais bon, mes deux questions, c'était est-ce que vous avez mesuré les bénéfices tangibles et intangibles pour l'entreprise, enfin pour l'association, pour l'organisation et pour les collaborateurs de ces processus qui sont mis en place depuis 4 ans de manière très structurée? Et quels sont aussi, du coup, les effets de bord? Hmm. Et peut-être qu'on va Bah, parler du conflit, qui ouais, fait ouais, partie évidemment. intégrante, j'ai l'impression, du processus. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le conflit peut être très positif. Là-dessus, on a un parcours d'intégration qui est extrêmement important chez Make Sense. Donc, quand les personnes arrivent, ils reçoivent tout de suite des formations sur comment donner du feedback, sur la communication non violente, sur tout un tas d'outils qui vont leur permettre justement d'entrer en conflit sereinement. Donc là-dessus, bon, voilà, je ferme un peu peut-être la parenthèse conflit, sauf si tu voudras qu'on y revienne, mais en tout cas, on est assez, on s'arme en tout cas fort. On n'est pas forcément armé a priori, donc on s'arme assez vite. Et après sur les bénéfices, alors tangibles, intangibles, l'idée c'est que c'est mesuré. Alors, si vous écoutez, il y a une vidéo très drôle de Jean-François Zobrist sur YouTube
qui dit, alors lui, je sais, qui dit, bon, bah, c'est facile, l'entreprise libérée, c'est, je peux quoi, 10% de cash en plus, et donc qui sont dans le bonheur des gens. Donc là-dessus, moi, j'ai pas mesuré le niveau de cash que ça nous faisait en plus, mais en tout cas, l'association a des bases financières sereines. Donc, j'ai envie de dire, en tout cas, ça ne nous a pas tué de passer à la gouvernance décentralisée. Et puis après, de manière plus importante pour le DRH d'origine que je suis, au niveau de la motivation, de l'engagement des salariés, ça leur donne un sentiment de responsabilité vis-à-vis de la structure. Et donc, en fait, in fine, un niveau de bonheur qui est extraordinaire. Et en fait, on a un turnover chez Make Sense qui est ridicule. Et on a fait des petites études un peu sur nos anciens. C'est compliqué. Et donc là, je fais de la transition vers les effets de bord. C'est que c'est compliqué, une fois qu'on y a goûté, de retourner dans le monde plus classique du travail. Et en fait, nous, d'ailleurs, nos anciens que je salue, la plupart, en fait, sont plutôt partis vers le micro-entrepreneuriat, sont devenus freelance et font des formations autonomes. Une autre grosse partie d'entre eux sont plutôt partis ou sont sortis complètement d'un monde classique du travail et sont allés s'installer dans des fermes autonomes, dans des lieux un peu moins classiques. Ouais. Toi, tu y retournerais, toi, dans l'ancien, enfin les anciennes structures plus classiques dans lesquelles tu Non, étais? Non. non, non, ça serait pas possible. La seule chose qui pourrait me faire envie, ce serait une structure qui me dirait, je te recrute pour que tu m'aides à passer Ah oui. un mode de gouvernance décentralisé. Mais là, demain, me retrouver avec un N plus 15 qui me donne des ordres que je comprends pas, que je peux pas discuter et dont je ne vois pas ni les tenants ni les aboutissants, ça serait pas possible. Et après, pour continuer sur ta question, effet de bord et piège, bon, je pense que déjà, il y a un gros piège compliqué, c'est le piège de la constance. C'est que, tu sais, c'est la phrase que j'aime beaucoup, on gagne la confiance goutte par goutte, mais par contre, on la perd litre par litre. Et en fait, euh, on a tendance à se dire, ah, la gouvernance décentralisée, c'est super. Et puis, dès qu'il y a une crise, boum, on ferme les vannes et on retrouve des gens qui vont décider sans poser de questions à personne, etc., etc. Et ben, pour le peu d'efficacité dont je peux discuter, gagner au moment de la crise, en fait, on perd en confiance durablement. Et donc, je pense qu'il faut faire, et ça, c'est extrêmement important, c'est voilà, une fois qu'on a choisi ce mode-là, il n'y a pas de retour arrière possible. Je sais plus qui disait, c'est comme quand on saute en parachute, ben les gars, pas de possibilité de remonter dans l'avion, hein. Donc la gouvernance Mm. centralisée, c'est un petit peu ça. Et puis après, en fait, je vais parler de pièges ou d'effets de bord dont on me parle souvent et avec lesquels je suis pas d'accord. C'est-à-dire que Ouais. on me parle souvent, on me dit oh là là, mais c'est bien votre truc, mais par contre, ça a l'air de prendre un temps fou avec votre sollicitation d'avis, etc. Connaissant un tout petit peu d'autres types de structures, quand la décision, tu présentes un truc à ton N plus 1 qui va devoir la présenter à ton N plus 2 qui la présente à ton N plus 3, c'est décidé au comité de je sais pas quoi, sur laquelle tu n'as aucune prise, et ensuite ça redescend à ton N plus 2, à ton N plus 1, puis à toi. Là déjà, il peut s'être passé un mois, donc la sollicitation d'avis, elle est tout à fait concurrentielle en termes de temps, et en plus, en termes d'appréhension de la décision, là où dans une dynamique horizontale de sollicitation d'avis, je suis responsable du process du début à la fin et donc je vois la décision évoluer. Quand le sujet il est passé à mon N plus 1, mon N plus 2, mon N plus 3, la décision que je vais récupérer à la fin n'a pas forcément du tout la même tête que celle que j'avais proposée au début. Et donc, ma motivation et ma responsabilité de la mettre en place peut être un petit peu plus chancelante. D'autant plus que là, j'ai parlé d'un mois de temps, mais on a fait des sollicitations d'avis qui se sont faites en une semaine, hein. Quand il y a une Ouais. décision vraiment importante et vraiment urgente, on peut expliquer ça. Et puis, je pense que la deuxième chose que j'entends très souvent aussi, et ça, je le prends pour make sense parce que malheureusement, la diversité n'est pas la meilleure de nos qualités, c'est
Oui, mais la gouvernance décentralisée, c'est faisable que pour des gens bac plus 12 qui sont sortis des meilleures écoles, etc., etc. Ça, j'ai envie de vous renvoyer à plein d'autres expériences d'entreprise qui sont tout à fait différentes de Make Sense et dans lesquelles il y a des expériences de gouvernance décentralisée qui fonctionnent très très bien. Et sans faire injure à nos amis les fondeurs de Favi, je ne pense pas qu'il y en ait des centaines qui aient Bac plus 12. Et pourtant, ils ont mis en place pendant très longtemps une gouvernance décentralisée extraordinaire dans laquelle j'aurais adoré être une petite souris pour pouvoir suivre la vie. Donc non, c'est pas réservé au bac plus 12 la gouvernance décentralisée. Hmm. Et au niveau des effets de bord, j'ai aussi lu, alors c'est peut-être une légende, que on sait tous que les syndromes d'épuisement professionnel, le burn-out, ça touche beaucoup de monde, en tout cas en France. Il y a des chiffres qui parlent de 2,5 millions de personnes, hein, qui seraient touchées par le burn-out l'année dernière. Et du coup, j'avais aussi lu que dans l'économie sociale et solidaire, les gens, ça pouvait être encore plus là, encore plus présent. En tout cas, le risque pouvait être plus élevé parce que comme les gens sont dans des métiers où ils trouvent du sens et qui du coup se donnent à fond, il peut y avoir un risque de surengagement. Je voulais savoir si ça c'était quelque chose qui avait été noté chez Make Sense, si c'était un effet de bord possible. C'est un effet de bord évidemment possible. Je pense pas qu'il soit particulièrement lié à la gouvernance décentralisée ou pas, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que dans l'ESS, il peut être plus important qu'à d'autres endroits. J'en discute pas mal avec des cercles dans lesquels je rencontre justement des DRH d'autres structures de l'ESS. Et donc, évidemment, il est surveillé chez Make Sense pour qu'on fasse très attention à tout ça. Et quand quelqu'un arrive chez Make Sense, il a forcément 4 personnes qui vont l'entourer. Ça peut être une clé pour essayer justement de faire attention à ça. Il y a 4 personnes qui vont l'entourer. Il va y avoir un référent opérationnel qui va être quelqu'un qui fait à peu près le même métier que lui et qui va pouvoir l'aider dans son développement. Il va y avoir son référent RH qui va pouvoir justement, qui va pouvoir regarder à nouveau ou surveiller un peu ces symptômes-là. Il va y avoir son référent budget qui a peut-être lui moins d'impact sur l'épuisement. Mais par contre, il va avoir aussi un buddy sérénité, mentor, tuteur, on l'appelle un peu comme on veut dans différentes entreprises, qui est quelqu'un extérieur à l'équipe, qui va être un peu son oreille, etc. Donc, je dis pas du tout que c'est un risque auquel on n'est pas, on serait pas concerné. Il faut qu'on fasse très très attention à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on essaye d'y faire. Enfin voilà, on essaye d'y faire attention. Et j'ai pas. Et je connais pas de situation actuellement, qui ait eu chez Make Sense. Voilà, des gens qui travaillent beaucoup et parfois trop et auxquels il faut qu'on fasse attention. Ça, j'en ai. Des gens qui seraient partis officiellement en burn-out, je n'ai pas eu de. Voilà. En tout cas, j'ai bien fait de poser la question. C'est une super Ah idée. oui, oui. Le buddy, Serenity Buddy et les différents mentors, le fait d'avoir différents mentors de différentes fonctions dans l'entreprise, c'est quelque chose que j'ai pas vu ailleurs. Donc, je trouve que c'est top parce que Eh souvent ben, l'entourage est super important dans un contexte d'épuisement ou de je travaille trop. C'est important d'avoir du recul. c'est clair, et je vais pas, et pour une fois, je vais citer, non, enfin, je vais pas les citer, mais je vais vous donner un autre domaine que le nôtre. Mais j'ai vu chez nos commissaires aux comptes, donc c'est quand même pas ceux qu'on peut suspecter parfois d'être les plus prévenants sur ces sujets-là. Je crois que maintenant, dans une entreprise que je connais, chaque personne a un espèce de référent carrière. Alors, c'est pas exactement un buddy sérénité, mais en tout cas, quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur de l'équipe et qui suit ta progression et justement qui peut être un peu ton oreille attentive, etc. Donc voilà, c'est pas propre à nous et ça, effectivement, je pense que c'est extérieur à l'équipe, hyper important, hyper important. Merci Antoine. On va basculer sur les dernières petites questions. Mhm. Euh, Première question des dernières questions. S'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit. La confiance et le bonheur qu'on a à travailler ensemble dans ces principes-là. Merci. Si tu avais un mentor, un maître à penser, quelqu'un qui t'inspire, et que tu voudrais nous partager, j'imagine qu'il y en a plusieurs, ce serait lequel? Oui, je vais pas aller chercher très loin parce qu'en fait, les trois cofondatrices qui travaillent encore chez Make Sense, donc Alizé, Léa et Coralie, quand je parlais tout à l'heure de la constance, de la confiance,
je mets assez souvent dans leur tête en me disant que le rôle qu'elles ont à la fois de cofondatrices et à la fois de laisser de la place pour laisser émerger les leaderships et de ne jamais dévier de la ligne de je suis un salarié comme un autre. Alors après, ce sont des sources d'inspiration parce qu'elles connaissent Make Sense, elles ont tout l'historique, elles ont beaucoup travaillé le modèle, etc. Donc elles vont se retrouver souvent impliquées dans des décisions extrêmement importantes, mais elles font ça avec une absence d'ego. Enfin, je ne sais pas quel est le meilleur mot pour définir ça, mais en tout cas, je suis vraiment impressionné par leur posture et par ce qu'elles apportent à la structure et par ce qu'elles m'apportent personnellement depuis que je suis chez Make Sense. Merci les filles. Work est un podcast sur le futur du travail. Qui dans tes contacts, à qui dans tes contacts voudrais-tu faire une passe décisive pour venir partager ici? Eh bien, c'est drôle. Alors, évidemment, tu m'avais envoyé la question en avance, donc j'y ai un tout petit peu réfléchi. Je ne sais pas si tu la connais ou si tu as déjà discuté avec elle, mais j'avais rencontré une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, donc il faudrait qu'on aille se refaire un petit déj ensemble. Mais je pense à Pauline Rochard, qui est une indépendante, qui travaille et qui écrit beaucoup de choses sur le futur du travail. Et je pense qu'elle aurait plein de choses hyper intéressantes à nous raconter ici. Pauline Rochard. Alors, je connais une Pauline Rochard, c'est peut-être la même. Eh ben, écoute, si elle écrit souvent pour Welcome to the Jungle et elle fait beaucoup en tant qu'indépendante, elle organise pas mal d'ateliers, CNV, management, etc. Donc voilà, elle est très, très chouette. Ok, bah si c'est la Pauline Rochard qui a fait la même école que moi, ce serait marrant de la retrouver. Merci beaucoup pour la passe décisive. Et dernière question, Antoine, quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre si on a des questions? Si on veut t'écrire juste un feedback aussi après l'épisode. Ah bah j'en serais ravi, comme on dit chez Make Sense, enfin il y a pas mal d'endroits d'ailleurs, le feedback est un cadeau et moi je les prends très 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 bien, donc n'hésitez surtout pas. Si vous voulez me suivre, à la rigueur le plus simple c'est quand même LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Moi j'aime bien ajouter plein de gens parce que comme ça nourrit nos fils d'actualité et puis on s'ouvre à des nouvelles choses. Si vous voulez aller plus loin sur la gouvernance décentralisée, je fais ma petite minute de pub, mais on organise des formations chez Make Sense à la gouvernance décentralisée que j'anime très souvent. On en fait environ une tous les mois ou tous les 2 mois, un vendredi 9h 18h, et puis on rebalaye avec encore plus de détails tout ce que je viens de vous raconter, mais on construit aussi le plan d'action de vos structures si vous avez envie de mettre en place des choses. Et puis, on regarde un peu quelles sont les premières étapes parce qu'il ne faut pas aller trop vite dans la mise en place de la gouvernance décentralisée. Et puis après, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter ce podcast. Je vous dis, je suis toujours intéressé par la discussion sur ce sujet, passionné comme vous avez, j'espère, pu l'entendre. Je mettrai les liens de ton LinkedIn et de la formation dans les notes de l'épisode pour ceux qui écoutent et qui veulent aller plus loin. Merci infiniment pour le partage, Antoine. Avec plaisir. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, inprogress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.